Faut-il revoir les avantages sociaux et le fameux statut BIM? Salut Baptiste. Bonjour Olivier. Alors le sujet du statut BIM est revenu sur la table cette semaine. Le BIM, c'est pour bénéficiaires de l'intervention majorée. En même temps, à mon avis, pas mal de gens savent de quoi il en retourne, vu qu'il y a quand même plus de 2,4 millions de Belges qui en bénéficient, donc à peu près un cinquième de la population. Donc en gros, les gens doivent savoir. Pour faire court, je rappelle, c'est un statut qui offre une série d'avantages et non des moindres, notamment un ticket modérateur réduit ou 1 euro, oui, symbolique. C'est ça, chez le médecin, des abonnements à prix très rabotés dans les transports en commun, donc c'est effectivement très avantageux. Et l'opposition libérale flamande s'indigne en disant qu'on abuse, qu'il y a beaucoup trop de gens qui en bénéficient et qu'il faudrait réformer ça. Et en même temps, c'est sur la table. Oui, clairement, donc c'est pas un sujet nouveau. On sait que ce nombre de statuts BIM n'arrête pas d'augmenter d'année en année. 2 députés de la majorité, MR et Engagés, avaient déjà soulevé le problème en fin d'année dernière. Daniel Baclen du MR évoquait même certaines estimations allant jusqu'à 3 millions de statuts BIM en fonction de l'évolution T'imagines quoi du vieillissement de la population aussi. Et puis, en vertu d'un critère d'attribution dont on reparlera, automatique ou en fonction des revenus. Mais bref, ce même député, Daniel Baclen, évidemment, c'était un problème budgétaire évident, parce que tout cela a un coût évidemment pour la société, surtout si le nombre commence à augmenter, mais aussi de financement des hôpitaux et des cliniques privées qui ne peuvent pas, qui se financent via les patients, et là qui ne peuvent moins le faire évidemment, même via remboursement. Et alors Jean-François Galtier, qui est lui-même médecin désengagé, rappelait une réalité qui n'est pas qu'un grand cliché, donc c'est-à-dire des patients qui débarquent chez les médecins, chez les dentistes, et qui n'ont pas vraiment, on va dire, le statut qui est visé, c'est-à-dire un public précarisé et qui en a sans doute bien besoin de ce statut BIM. Mais c'est vrai que, comme dans d'autres sujets sociaux, on touche à une clé et quelque part à un effet pervers de notre système social. C'est très bien que autant de gens bénéficient de ce statut et un certain nombre en ont vraiment besoin. Mais j'ai interrogé cette semaine Stein Barth, qui n'est pas un allumé, c'est un spécialiste de l'économie du travail qui est assez réputé de l'UKent, oui. Voilà, à l'université de Gand. Et lui, il parle d'un cercle vicieux entre inactivité et avantages sociaux. Alors il faut bien expliquer la chose. Donc il épingle le fait qu'en Belgique, on a un nombre record d'inactifs. C'est important de le préciser parce que environ 24% des gens en âge de travailler, donc entre 20 et 64 ans, ne travaillent pas ou ne cherchent même pas de travail. C'est d'ailleurs une des clés de la question du chômage de longue durée dont on parle beaucoup pour le moment. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi toute une série de statuts d'exception, on va dire, c'est-à-dire à la fois les malades de longue durée, à la fois les prépensionnés, à la fois ceux qui bénéficient d'un revenu d'intégration, etc. Et la question, le problème dans ce cercle vicieux, c'est que ce statut BIM, il est octroyé automatiquement à tous ces gens-là. D'autres en bénéficient. Un lecteur qui m'a écrit en disant c'est scandaleux, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Ce n'est pas du tout ça la question. C'est que pour bénéficier de cet avantage, d'autres doivent faire la demande. Parfois, on l'accepte ou pas. Mais toujours est-il que cette question-là du lien et de l'automaticité entre les deux fait que, quelque part, ça provoque un effet pervers lié notamment au fait qu'on a presque intérêt à rester inactif dans ce pays. Oui, c'est ça. En fait, tu évoques un premier réservoir qui fait que ce nombre de statuts BIM augmente. Il y en a un deuxième, et comme tu l'évoquais, c'est par rapport aux revenus. Et là, donc, il faut en faire la demande. Et donc, il y a une certaine limite qui est évoquée. Donc, ça ne doit pas, celui qui en fait la demande, son revenu ne doit pas excéder 28 000 euros bruts par an. Mais là, il y a déjà un premier problème, me disaient aussi les 2 députés.
c'est qu'on n'a pas de données de revenus hyper solides. On va chercher des données déjà qui sont reculées, avec 2 ans d'arriéré. Et à l'époque, j'avais interrogé l'économiste Philippe De Feit, qui me disait clairement revoir les conditions d'accès à ce statut BIM n'est pas du tout une idée stupide. Et c'est même c'était vraiment une question qui était la bienvenue, me disait-il. C'est pour exprimer que ce n'est pas seulement des vues sujet polarisant comme certains sont. Voilà, et un délire de la majorité de droite. Donc c'est vraiment une question d'équité sociale, me disait l'un des 2 députés. Pourquoi ? Parce que il faut bien comprendre que les revenus, on parle des revenus bruts imposables, donc on ne parle pas de tout ce qui est revenu par exemple immobilier ou voire mobilier, via des actions, que sais-je. On parle d'un revenu individuel, mais donc pas de ménage. Et donc on sait bien que dans certains ménages, surtout parmi les personnes âgées, il y avait disons-le clairement, la femme qui travaillait moins, qui avait donc moins de revenus, mais son mari gagnait très bien sa vie. En l'occurrence, cette dame aura un statut BIM, alors que son confort de vie, peut-être avec des revenus immobiliers par ailleurs, ne nécessite pas ce statut BIM. Donc ça, c'est quand même un élément important. Et puis, me faisait aussi remarquer l'économiste Philippe De Feit, c'est qu'il faut bien se rendre compte que en bougeant ces choses-là, on va toucher... si on veut revoir ce statut BIM, on va toucher quand même à des publics assez cibles. Je le disais, il y aura des perdants parmi les retraités, peut-être parmi le monde agricole. Et donc là, ça pourrait commencer à poser un certain nombre de problèmes. Dernière problématique, c'est un effet de seuil. Et là, ça rejoint ce que tu disais. C'est que si quelqu'un qui a un statut BIM se dit « je peux augmenter mon activité liée à... par exemple, je suis à mi-temps, je veux passer à un temps plein, ou j'augmente ma quantité d'heures de travail, je perds ce statut BIM. » Donc là, on est vraiment dans un effet de seuil, un piège à l'emploi, clairement. Et c'est ça qu'il faut... Si on veut modifier ce statut, il faut faire attention quand même à toutes ces choses-là. C'est-à-dire que, effectivement, pour le moment, la révision du statut BIM, ça fait partie de la déclaration gouvernementale. Donc la majorité en place a promis qu'elle reverrait le statut. Et pour le moment, on ne voit rien venir. Justement, Steinbart, l'économiste de l'université de Gand, disait « Je pose régulièrement la question à mes interlocuteurs politiques que je rencontre dans des cénacles divers et variés. Et la réponse qu'on lui fait, c'est « The computers says no ». En d'autres termes, l'ordinateur dit non. Pourquoi ? Parce qu'on est dans une logique binaire, évidemment. C'est quelque part plus simple d'avoir une logique où si tu as le statut, tu bénéficies. Si tu n'as pas le statut, tu n'en bénéficies pas. Quitte à ce qu'il y ait des effets pervers, quitte à ce que ça coûte plus d'argent qu'il ne le faut, comme le disait l'opposition libérale flamande. Ça touche aussi, tu parlais de piège à l'emploi, on sait que c'est une question fondamentale dans ce pays depuis très longtemps, c'est que l'écart entre les allocations sociales et le revenu du travail est trop réduit. Alors ça fait partie des plans du gouvernement actuel qui veut accroître cet écart et donc réduire les pièges à l'emploi. Mais ces avantages, ce que Steinbart explique aussi, ça joue un rôle là-dedans. Parce qu'évidemment, si tu as un revenu d'exception, comme on le disait, ou une allocation quelconque, et qu'en plus... C'est ce que tu disais, tu as ces avantages sociaux, finalement, l'écart, il est encore plus réduit que ce qu'on disait. Donc au bout du compte, effectivement, on n'a pas intérêt à travailler et c'est un effet pervers clair dans ce pays. Oui, c'est ça, avec ce cercle vicieux que tu évoquais avec l'inactivité et le fait de demeurer dans ce statut. Mais ce que tu me dis là, ça me fait aussi penser cet écart entre l'activité et l'inactivité. On sait bien que c'était l'une des grandes promesses des différents en campagne électorale, partis en campagne électorale. Ouais. Alors après, il y a des disputes chiffrées. On parlait de 500 € ou d'un peu moins. Ce qu'on peut dire, de toute façon, c'est qu'on n'arrivera pas à un changement majeur, en tout cas à court terme. Je veux en venir à la fameuse réforme fiscale qui s'est amenuisée à mesure en fait que le budget, on voyait que c'était on allait de difficulté budgétaire en difficulté budgétaire et que ça ne permettait pas de faire une réforme fiscale de grande ampleur. Donc de cette réforme fiscale, il reste quoi ?
pour les travailleurs, ça concerne surtout l'augmentation de la quotité exemptée d'impôts. Et là, on est clairement pas sur des chiffres comme 500 € de différence. Donc, on voit que malgré les intentions, ça reste compliqué. Il y avait ce fameux débat d'ailleurs sur le fait que les partis de la majorité avaient promis 500 € de différence. Alors eux, on l'entendait sur le fait que c'était 500 € en plus, voilà. Alors que d'autres disent oui mais non, maintenant c'était 500 € par rapport aux allocations. Donc c'est vrai qu'il y a eu tout un débat chiffré. L'opposition en a fait évidemment, on a tiré profit en dénonçant les renoncements de la majorité. C'est clair. Mais tout ce débat-là, en fait, je trouve que c'est un débat qui pose une question fondamentale dans ce pays. On l'a dit sur la valorisation du travail et le fait d'inciter les gens à chercher du travail, tout simplement. Mais il y a une autre question, hein, tu l'as dit, c'est j'ai l'impression qu'on a créé un peu un monstre dans tous les domaines de la société, les grands domaines budgétaires, la sécurité sociale, la fiscalité, on pourra encore en prendre plein d'autres. On a créé des niches. Alors, les fameuses niches, c'est pas nécessairement mauvais en soi. Non. C'est souvent pour contrecarrer un système qui existe. Exactement. Et donc, dans un cas comme le statut BIM, on a créé des niches parce que sans doute des gens en avaient besoin et que du coup, on répond à des besoins sociaux légitimes. C'est pas toujours le cas. La fiscalité, on a créé des niches parce que certains étaient quelque part impactés négativement par la charge fiscale trop lourde et qu'on voulait leur donner un peu d'oxygène. On a créé des niches. Mais au bout du compte, c'est vrai qu'il y a pas mal d'académiciens qui disent il faudrait une remise à plat, et on se rend compte que chaque fois qu'on parle de ça, c'est le cas aussi au niveau fiscal, hein, on pourrait en parler des grandes réformes fiscales, chaque fois qu'il y a cette volonté-là, on n'y arrive pas vraiment. Parce que on se heurte, comme tu le dis, à des intérêts particuliers et ça fait partie du jeu. Ça fait partie, oui, c'est ça, ce sont des niches électorales, hein, finalement aussi. Évidemment, exactement. Et qu'est-ce que j'allais dire ? Oui, en fait, on voit à travers toutes les grandes réformes de l'Arizona ici, à chaque fois que les textes de loi sont couchés dans les détails, on voit qu'en fait, il y a un tas d'éléments auxquels on n'avait pas pensé. Hein. Ça se traduit vraiment dans tous les dossiers de manière transversale parce qu'on a mis une série d'exceptions dans tous les domaines, comme tu l'expliques. Et donc, à chaque fois qu'on veut toucher à une loi de manière générale, on se dit c'est assez simple, je vais réduire la TVA par exemple de 12 à 6%, et puis quand on rentre dans les détails, on voit non, ça il faut une exemption pour ça, non, parce que là il y a les cantines scolaires qui vont être touchées. Donc c'est un autre exemple encore avec cette fameuse différence entre par exemple la musique classique et la musique pop rock, ça c'est quand même magnifique. Voilà. Donc, on crée des niches dans les niches, quoi. Oui, non, clairement, et donc ça va même au-delà de la fiscalité. Enfin oui, la TVA c'est de la fiscalité, mais on voit que ça rend tout beaucoup plus complexe. C'est la Belgique, hein. Welcome in Belgium. Mais pour en revenir au statut BIM... Est-ce qu'on peut en sortir ? Parce que c'est ça la question. Est-ce qu'on peut sortir de ça ? Pour revenir exactement au statut BIM, Philippe De Feit avançait plusieurs pistes, mais c'est vraiment des choses hyper concrètes. J'évoquais ce fait que les mutuelles ne peuvent contrôler les revenus qu'avek un vieux fichier, vieux d'il y a 2 ans. Donc on sait que les revenus évoluent rapidement, hein, quand on gagne quand on a un revenu soudain immobilier ou quand on trouve un travail, tout simplement. Et donc là, il préconisait, si on veut, d'harmoniser toutes ces données, hein, tous les types de revenus, les mettre au sein de la banque Carrefour et d'utiliser les revenus les plus récents possibles. Hein. Alors avec les toute prudence que ça peut avoir, hein, c'est que c'est un peu comme un cadastre des fortunes, mais au niveau des revenus. Hein, donc ça, il faut en être conscient. Éviter les effets de seuil. Hein, comment ? En prolongeant temporairement le statut BIM jusque quand la situation du concerné est fixée, que ses revenus sont convenables. Et donc comme ça, on évite les effets de seuil, hein, et on le pousse à peut-être trouver un emploi ou à augmenter son activité. Et qu'est-ce que j'allais dire ? Oui, il y a aussi un problème par rapport à la taille des ménages. Est-ce qu'un conjoint n'a pas de revenus ? Là, il faudrait aussi harmoniser pour une bonne fois pour toutes combien il y a d'enfants, parce que s'il y a des enfants, il y a des allocations familiales, donc c'est aussi des revenus en plus qui ne sont pas pris en compte là aussi. Donc c'est vraiment une matière hyper complexe. Et je veux en finir par cette niche fiscale, effectivement, ces niches fiscales où, quand le MR et les engagés se rendront compte, peut-être qu'il y a des agriculteurs qui seront touchés, peut-être des indépendants, peut-être des pensionnés, ils reculeront peut-être. Voilà. Mais en même temps, c'est vrai que
quand on parlait de remise à plat, ce que tu évoques et que Philippe Defeit évoque, c'est cette question de la globalisation des revenus. Hein. Un économiste comme Bruno Coleman y est très favorable aussi. Il y a des obstacles qui font qu'on n'y arrive pas jamais. Il y a un côté révolutionnaire. Ça me fait penser aussi à une idée sur laquelle même le président du MR, Georges-Louis Boucher, a écrit un bouquin, c'est l'allocation universelle, que d'autres ont beaucoup travaillé. Je pense au philosophe Philippe Van Parijs, qui en a fait un de ses chevaux de bataille. L'idée, c'est qu'à un moment, est-ce qu'on peut uniformiser, trouver une façon quelque part de rendre plus justes les aides qui sont octroyées, le matelas de sécurité dont les gens bénéficient, etc. Mais pour le moment, ça reste des belles idées théoriques. On en est loin sur la concrétisation. Et pour conclure, ceux qui se disent qu'effectivement il faut revoir le statut BIM, attention, ça appelle peut-être à une globalisation des revenus, à un cadastre des revenus, donc il faut savoir ce qu'on veut aussi. Donc, ça ouvre une boîte de Pandore, ça c'est clair. Eh bien, je te remercie en tout cas, Olivier, pour cette nouvelle semaine. Merci. C'est tout pour l'instant. À partir de février, nos podcasts quotidiens changent de canal. Le journal des marchés rejoint Trends Bourse et nos podcasts de décryptage sont désormais disponibles sur Trends Tendance. Abonnez-vous sans plus tarder à ces 2 cadeaux. À très bientôt.